Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Il est enfin temps pour moi de vous parler plus concrètement sur la chaîne de Fairy Tail, la quête de 100 ans, la suite officielle bien évidemment du manga et de l'animé de Fairy Tail, avec une énorme vidéo les amis qui va condenser 5 grosses idées ou du moins 5 théories totalement what the fuck à propos du futur power-up de Natsu, ou du moins sa future transformation, qui lui permettra pourquoi pas de lutter d'égal à égal ou du moins en 1 contre 1 contre les dieux dragons comme Ignia et les autres. Cette vidéo me donne aussi la possibilité forcément de vous expliquer pourquoi je ne fais pas de live reaction de Fairy Tail la quête de 100 ans sur la chaîne, ou du moins des reviews analyses dès qu'un chapitre sort toutes les 2 à 3 semaines environ. Pour le live reaction c'est très simple les amis, parce qu'en fait tous les scans de Fairy Tail sont automatiquement bloqués, voire carrément strikés plusieurs mois après par YouTube et les ayants droit. Du coup on peut risquer de non seulement de perdre la monétisation, d'être bloqué totalement au niveau de la vidéo et de la chaîne YouTube, et forcément perdre la chaîne aussi. Et du coup faire des vidéos où je fais genre de lire le chapitre mais sans vous montrer aucune image, ni les dialogues, ni rien, bah forcément c'est pas intéressant pour vous, ni pour moi. Et pour les reviews analyses malheureusement j'ai tellement un planning hyper chargé sur la chaîne que forcément ça tombe jamais au bon moment. Du coup autant faire aujourd'hui une grosse vidéo théorie, avec pourquoi pas mon avis sur la quête de 100 ans en début de vidéo, pour faire ensuite une grosse vidéo pour vous faire plaisir. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de concepts Fairy Tail qui arrivent sur la chaîne, comme d'autres épisodes du multivers, notamment sur Grey Miragen, qui ont pas tardé à arriver, d'autres concepts aussi que j'ai élaborés qui vont sortir normalement fin août et bien sûr à partir de la rentrée de 2020 et aussi courant 2021. J'ai d'ailleurs les histoires de Jubia et de Mavis qui sont actuellement en cours d'écriture, du coup n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche si vous aimez Fairy Tail. Et justement les amis, pour vous donner très rapidement mon avis global en tout cas sur la 50aine de chapitres qu'on a eu environ sur la quête de 100 ans de Fairy Tail, c'est quasiment un sans faute, et je dis bien quasiment un sans faute parce qu'il y a une petite erreur qui me saoule un petit peu et qui vraiment gâche pas forcément ma lecture, mais du moins qui me gêne un petit peu. On a pour l'instant du coup quasiment un sans faute, avec bien évidemment la recette du succès de base du manga et de l'animé de base. On retrouve forcément un humour qui est bien dosé, qui nous fait rire quasiment à chaque chapitre et qui apporte vraiment une dose de légèreté vraiment stylée. On retrouve forcément nos personnages préférés, leur personnalité, on apprend à découvrir leurs nouvelles relations au sein de la guilde avec d'autres personnages, leur power-up, le fait qu'ils sont devenus plus forts, que certains aussi ont bien mûri avec le temps. On a aussi forcément cet aspect de fanservice, que Mashima peut glisser n'importe quand, ou du moins ceux qui bossent sur Fairy Tail peuvent glisser n'importe quand par rapport à des personnages dénudés, des petits gags un petit peu comme ça. On a aussi forcément un aspect fanservice pour faire plaisir aux lecteurs notamment comme nous et les fans de Fairy Tail qui attendaient pourquoi pas des combats comme celui de Luxus et d'Erza par exemple. Mais le gros point fort de la quête de 100 ans pour moi, c'est la capacité justement à enrichir l'œuvre de base, son lore, son background et son histoire, avec notamment des nouvelles caractéristiques qui viennent apporter une bonne plus-value à l'œuvre de base. Quand je parle d'enrichissement et de bonne plus-value, je parle notamment du fait qu'il y ait des personnages comme Touka, du coup la sorcière blanche, qui apporte une nouvelle variété de magie avec des caractéristiques bien spécifiques qu'on n'avait jamais vu dans l'œuvre de base, qui est pourtant au niveau de variété assez enrichi. On avait notamment les Dragon Slayer, les God Slayer, les malédictions, la magie noire, magie céleste, magie astrale, élémentaire et tout ça. Et aujourd'hui on a maintenant la magie blanche qui vient vraiment tout effacer, apporter une plus-value en plus, c'est vraiment stylé. D'ailleurs Touka la sorcière blanche qui de base a vraiment pris le contrôle de Touka, qui est donc de base une Ixide, qui pour moi, petite théorie au passage, serait pourquoi pas l'Ixide de Luxus à la fin de l'arc d'Aldron, voire un peu plus tard, parce que c'est le seul Dragon Slayer qui pour moi dans l'histoire n'a pas d'Ixide ou d'animal avec lui, du coup pourquoi pas maintenant avec Touka en avoir un. On a surtout aussi les nouveaux Dragon Slayer qui sont donc du coup la 5ème génération avec les Dragon Eater comme Kyria, comme Skellion, qui viennent apporter une badassitude de chara design et de pouvoir vraiment stylée et très importante en tout cas dans cette histoire là. Donc en plus d'avoir des nouveaux combats, de nouveaux personnages hyper stylés, des méchants entre guillemets qui viennent apporter une nouvelle variété justement d'ennemis, on a surtout ici une nouvelle variété de Dragon Slayer qui vient encore plus enrichir le background et le lore de Fairy Tail, c'est vraiment appréciable. Du coup des personnages qui n'ont pas grandi avec des dragons, qui n'ont pas forcément eu de lacrima à l'intérieur de leur corps, mais qui viennent simplement pour manger les dragons et prendre leur pouvoir et leur puissance. Mais surtout l'apparition des dieux dragons qui pour moi sont extrêmement badass normalement pour certains dans leur pouvoir, comme Ignia, comme Bielnes, comme Selene, comme Mercphobia et Aldron, et du coup certains arcs en tout cas qui viennent former du coup la quête de 100 ans, de sceller ou du moins d'anéantir les 5 dieux dragons qui sont en tout cas menaçants pour les humains. Et justement du coup autant l'arc de Mercphobia était quand même bien construit, ça te mettait vraiment le cadre de l'histoire en place, ça te mettait vraiment aussi le déroulement de l'histoire en place avec notamment les développements des personnages, leur power-up et les différents combats. Mais du coup c'était un petit peu facilité par le fait que Mercphobia notamment avait perdu ses pouvoirs à cause de Touka, que du coup Natsu l'a vaincu avec l'aide de Dignia qui d'ailleurs a fait une apparition totalement magnifique en tant que fils d'Ignir totalement légitime contre le fils du coup Natsu illégitime. Du coup Ignia qui s'appelle totalement, qui pense pouvoir vaincre Acnologia, alors que à la base pour rappel les dieux dragons avaient fui les continents dans le passé pour fuir Acnologia qui devenait de plus en plus fort notamment avec sa puissance, sa magie notamment d'anti-magie et le fait qu'il anéantissait tous les dragons d'un côté et les humains de l'autre. Du coup aujourd'hui on sait pas vraiment quelle est la véritable échelle de puissance entre Acnologia de base et les dieux dragons aujourd'hui, s'ils sont égalité, s'ils sont un peu plus forts, un peu moins forts, on sait pas vraiment parce qu'on peut pas se baser sur les
dire d'un personnage pour dire qu'un tel est plus fort ou pas. Mais il est clair que quand tu vois pour l'instant les personnages d'Aldron, de Mercphobia et surtout aussi de Ignia, dont certains qui peuvent prendre la forme humaine et dragon comme Acnologia à l'époque, on a vraiment une surpuissance de base que c'est justifié notamment par la difficulté de la mission de la quête de 100 ans justement qui n'a jamais été accomplie jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'aussi on a des dragons qui peuvent agir sur l'environnement, qui peuvent posséder des villes, des pays, des communautés, qui peuvent agir notamment sur les différents éléments et les hommes en général. Mais pour moi, le gros bémol, et c'est là vraiment que je reviens du coup sur le petit bémol dont j'ai parlé au début de mon analyse, c'est qu'on a pour moi un manque justement de terreur et de puissance par rapport aux dieux dragons qui normalement sont invincibles et surpuissants. Dans le sens que quand on est arrivé dans l'arc de Mercphobia, Tuka avait quasiment fait le travail en lui effaçant sa magie, du coup Natsu a pu le vaincre plus ou moins facilement grâce à la magie d'Ignia et l'aide de ses copains. De l'autre côté, dans l'arc d'Aldron, pour l'instant qui n'est toujours pas fini, on avait notamment l'apparition des God Seed, le fait aussi forcément que les orbes ont été brisés hyper facilement, du coup ça a affaibli Aldron ou du moins ça l'a réveillé, mais l'a rendu un petit peu incontrôlable et un petit peu con aussi. Les God Seed qui sont du coup des parties de Aldron ont été vaincus assez facilement, même quand Natsu justement était transpercé de partout, il a justement compris au bout d'un moment qu'il pouvait brûler du bois en le chauffant assez. J'avais justement plus de crainte pour les personnages quand on devait affronter Zelef, quand on devait affronter notamment des personnages hyper puissants comme Acnologia, comme Aileen, comme notamment Auguste, etc. Les 12 Prigan, t'avais plus de terreur à l'époque qu'aujourd'hui. Et pour moi la quête de 100 ans c'est plus un nom justement qu'autre chose parce que vraiment il n'y a pas de terreur comme ça. T'as l'impression qu'ils y vont avec le sourire totalement détendu comme si c'était ultra facile, comme si tu leur demandais simplement d'aller acheter du pain quoi. Le seul pour l'instant qui est hyper badass malgré le fait bien évidemment que Aldron soit gigantesque, qu'il ait immensément de PV, qu'il soit limite invincible, pour l'instant pour moi ils ont quasiment trouvé la solution pour le vaincre et sceller sa puissance tout comme pour Mercphobia. Mais le seul pour l'instant qui est dangereux c'est Ignia, même si bien évidemment Bielness et Selene n'ont pas vraiment été présentés dans leur ensemble. Et pour l'instant Ignia c'est le seul qui impose le respect parmi les deux dragons. Et justement pour le vaincre Natsu les autres auront besoin de gros power-up ou du moins de grosses transformations pour rivaliser avec lui en un contre un ou à plusieurs contre lui. Parce qu'après tout c'est quand même un dieu dragon, le fils d'Ignir qui est quand même ultra puissant. Il y aura forcément une nécessité de progresser pour le vaincre. Parce qu'en un contre un, je suis désolé les amis mais Natsu se ferait plier contre tous les dieux dragons, contre Acnologia s'il n'y a pas de bullshit du scénario, s'il n'est pas aidé aussi par les copains. Pareil pour Zelef, il aurait normalement jamais dû réussir à vaincre Zelef sans l'aide du scénario, le port de l'amitié et tout ça. Et contre d'autres personnages comme Auguste notamment, contre Brandish pourquoi pas, et notamment aussi contre Aileen, jamais pour moi Natsu ne pourrait les vaincre en un contre un. Parce que pour moi il a pas la magie ni les caractéristiques pour vaincre ces personnages là. Et du coup pour passer plus concrètement aux théories qui vous intéressent forcément, parce que là j'ai pris un avis qui a pris quand même pas mal de temps à développer, simplement pour vous donner vraiment mon ressenti global assez complet et pas le bâclé comme ça. Aujourd'hui on sait que Natsu a forcément accès à plein de power-up comme la Dragon Force, le mode dragon de feu et de foudre qui peut aussi utiliser maintenant plein de flammes différentes comme celle d'Ignir, de Atlas Flamme et pourquoi pas aussi celle d'Ignia. Et pour l'instant pour moi s'il veut vaincre Ignia un jour et pourquoi pas les autres dieux dragons, il devra créer une flamme encore plus puissante que celle d'Ignia pour le brûler et le vaincre forcément. Parce que même s'il peut manger ses flammes, il pourra pas en tout cas le vaincre en termes de puissance brute, il faudra vraiment s'approprier une flamme encore plus puissante, des pouvoirs qui pourront surpasser les pouvoirs des dieux pour le vaincre et le surpasser. Et du coup pour moi les amis il existe 5 possibilités, du coup 5 théories et du moins 4 totalement what the fuck qui pourraient pourquoi pas se concrétiser dans la suite de la quête de 100 ans avec une des possibilités qui serait très utile. Alors déjà ça va peut-être faire grincer un petit peu des dents ma première théorie, c'est le fait pour moi que Natsu va retrouver pourquoi pas un jour le mode END, parce que vous savez tous que normalement dans l'arc d'Arbalès, il avait le choix entre devenir un démon ou un dragon. Il avait finalement choisi le fait de devenir un humain, d'où le fait qu'à l'intérieur de lui, les graines de démon et de dragon ont été supprimées. Sauf que certes, même si le livre d'END a été réécrit par Lucie, machin, pour changer sa propriété, son corps et sa magie globalement, il faut savoir que de base, Natsu restera toujours un démon au fond de lui, que plus il va progresser, que plus il va grandir, etc., plus le côté pourquoi pas de démon pourrait ressurgir un jour ou l'autre, qu'une malédiction à l'intérieur de son corps pourrait refaire son apparition, recréer pourquoi pas une graine de démon et nous montrer un jour ou l'autre sa véritable forme de démon qu'on n'a jamais vue. Parce que la forme de ND agressive qu'on avait vue temporairement du coup durant l'arc d'Arbalès avec du coup son petit affrontement contre Grey, etc., c'était pas encore sa forme complète et ultime de END. Du coup c'est largement possible qu'un jour il libère sa forme de ND en la contrôlant pour affronter pourquoi pas les dieux dragons. Deuxième possibilité qui serait aussi hyper intéressante et pourquoi pas vraiment logique et qui rebondit un petit peu sur la première idée, juste en utilisant la magie de Dragon Slayer, il pourrait pourquoi pas un jour aussi redévelopper une graine de dragon qui de base était stoppée au niveau de la dragonification par Ignir qui était resté à l'intérieur de lui, mais à force d'utiliser cette magie là au fur et à mesure du temps et qui va vieillir, cette graine là va se reformer simplement dans son corps, entraîner justement une dragonification avec pourquoi pas une transformation un jour en dragon pour Natsu. Et ce qui serait intéressant c'est que justement un jour Natsu pourra atteindre un stade assez intéressant qu'il va mettre tout comme Acnologia et Mercphobia ou notamment Ignia, de pouvoir maîtriser sa forme de dragon
et d'humain pour passer d'un stade à l'autre comme il le souhaite. Parce qu'après tout, quoi de mieux que de combattre un dragon qui possède tous les pouvoirs que de devenir un dragon avec tous ses pouvoirs. On aurait là un véritable combat entre le fils légitime d'Ignir et le fils illégitime. Troisième possibilité qui rejoint un petit peu vraiment la deuxième possibilité, le fait que Natsu devienne un jour un dieu dragon, parce que vous le savez tous, c'est pour l'instant quasiment un des Dragon Slayer les plus badass avec Luxus. Il se peut qu'à force de progresser, de level up, bien sûr de développer tous ses pouvoirs et ses possibilités, ils finissent par atteindre le statut de dragon et pourquoi pas de dieu dragon pour lutter à égal avec un dieu dragon. Mais pour cela, à mon avis, il va devoir simplement apprendre à maîtriser toutes les flammes, que ce soit celle d'Ignir, d'Atlas, de Ignia et la sienne, pour créer pourquoi pas une sorte de 4ème génération de flammes ultra puissante qui permettrait simplement de dépasser celle d'Ignia et le vaincre dans la foulée. 4ème possibilité les amis, et pour moi je pense qu'il y a moyen que ce soit celle-là en tout cas qui fasse mouche à la fin de l'œuvre, le fait que Natsu maîtrise à la fin les flammes de God Slayer, un petit peu comme il l'a fait dans l'arc de l'île Tenro contre Zankuro. Alors c'est vrai que depuis il n'a pas pu utiliser les flammes noires notamment parce qu'il n'avait pas forcément de réservoir de God Slayer, de flammes noires en tout cas à l'intérieur de lui, mais si de base Natsu avait notamment fabriqué un réceptacle dans l'île Tenro pour utiliser la flamme de God Slayer, c'est pas forcément pour l'utiliser simplement une fois, mais potentiellement aussi pour s'en resservir. Parce que certes c'était en fait une introduction de Mashima dans l'œuvre de la capacité des Dragon Slayer à absorber d'autres pouvoirs, d'autres magies, d'autres éléments, pour avoir du coup accès à différents modes et différents power-ups comme Gadgil, Sting et Rock par exemple. Mais je pense très sincèrement que durant du coup l'épopée de la quête de 100 ans, on soit amené à redécouvrir pourquoi pas d'autres God Slayer, parce qu'il n'y en a pas forcément eu beaucoup depuis le début, qui pourraient justement prêter à Natsu un petit peu de sa puissance, ou du moins peut-être pourquoi pas le God Slayer qui a appris notamment la magie à Zankuro, qui pourrait simplement lui donner des flammes noires assez intéressantes, qui permettrait simplement de battre un dieu dragon avec pourquoi pas la magie de God Slayer. Du coup mélanger sa magie de Dragon Slayer et de God Slayer, s'entraînerait pourquoi pas à la création d'une toute nouvelle flamme et de magie pour vaincre notamment les dieux dragons. Et 5ème théorie les amis que vous attendez tous pour clôturer la vidéo, ce sera à mon avis tout comme pour Zelef et Acnologia, le pouvoir de l'amitié et du bullshit du scénario qui vaincra tous les dieux dragons. Parce que pour Mercphobia on a eu vraiment Touka qui a effacé sa magie, puis après t'as eu le dialogue etc, ils ont pas vraiment tué Mercphobia. De l'autre côté contre Aldron c'est pas encore fini, mais on peut douter notamment qu'après qu'il aura tout détruit il y aura sûrement un petit dialogue final qui mettra un petit peu fin au débat, qui vont un petit peu pactiser le fait que le dieu dragon ne fera plus de mal, qui vont sceller son pouvoir et tout ça. Du coup à la fin je penserais clairement que ce sera un petit peu un dénouement pareil où les 5 dieux dragons vont être scellés de manière pacifique ou peut-être pour certains avec le combat, avec quand même pas mal de bullshit pour les vaincre au final. Donc voilà en tout cas les gars c'est tout pour cette vidéo qui était quand même à mon sens un peu longue, un petit peu détaillée parce que ça m'a servi aussi de review, d'analyse de l'œuvre en général et de théorie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que mes hypothèses également vous ont plu au passage. Je vous laisserai me donner pourquoi pas toutes vos théories dans les commentaires, vous abonner et cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail et mon travail au quotidien. Je vous laisse notamment les amis me follow sur Twitter, sur Instagram et aussi sur TikTok parce qu'en ce moment je suis en train de faire plein de vidéos du coup avec des concepts un petit peu spéciaux pour TikTok avec bien évidemment des vidéos exclusives à ce réseau, du coup venez me follow, il y aura plein de choses. En attendant les amis, passez une excellente journée et à bientôt les gars, prochaine vidéo, ciao.